Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler de l'Asus ZenBook UX305C, un engin donc plutôt haut de gamme, une catégorie ultrabook, donc des engins ultra portables, plutôt très bien finis chez Asus, dans la gamme ZenBook, avec des fonctionnalités qui sont assez évoluées, sans ménager la portabilité de l'engin. Donc c'est quelque chose qui est prévu pour être utilisé au long cours, toute la journée, sans vous casser l'épaule avec un sac qui sera vraiment très très lourd, sans faire de compromis sur l'autonomie, sans faire de compromis sur la performance. C'est une machine qui se veut être homogène et qui est déclinée en plein de versions, et c'est le premier problème posé par cette gamme de produits. Chez Asus, on a pris l'habitude de faire avec une seule appellation, énormément de produits, et ça pose un petit souci technique. Ici, donc c'est un ZenBook, vous voyez une boîte complètement neutre, et à l'intérieur de cette boîte, on a un UX305C spécifique. Il y aura peut-être plein de versions de cette UX305C, il y a plein de versions de cette UX305C, mais encore plus que vous pouvez imaginer, puisqu'il peut y avoir des versions disponibles suivant chaque revendeur de cette machine. Donc ici, je vais parler d'un engin particulier, donc c'est un 13,3 pouces avec un processeur Intel M5 6Y54, donc un Core M de chez Intel, une version 8 Go de mémoire vive, 128 Go de SSD au format M2. C'est un engin qui coûte environ 1000 euros, et donc il y a des versions qui sont étalées autour de cette configuration, encore M3 avec moins de mémoire, avec moins de stockage, etc., jusqu'à du Core i7, et donc évidemment les tarifs oscillent également. Ça peut commencer autour de 600 euros, aller jusqu'à 1500. Voilà, il y a énormément de produits. Moi, je vous parle d'un produit spécifique qui coûte environ 999 euros. C'est son prix public. On peut le trouver un tout petit peu moins cher, mais c'est le prix public de la machine et c'est une très belle machine. On va la détailler tout de suite. Donc, ça, c'est la boîte. Et voilà donc le portable en lui-même. Comme vous pouvez le voir, une finition qui n'est plus avec les cercles concentriques qu'on avait avant sur les ZenBook. On est sur une finition sablée, qui est une première bonne surprise puisque elle est assez agréable à utiliser. Elle a également une belle capacité à ne pas retenir les traces de doigts. Alors il y en a ici, vous pouvez le voir, c'est des petites traces, mais je ne l'ai pas du tout nettoyé, et c'est vrai qu'il tient plutôt le choc. J'ai fait juste un essai de nettoyage rapidement, et c'est vrai que j'étais surpris de voir qu'il se nettoyait bien et qu'il était vraiment beaucoup plus facile à entretenir entre guillemets au quotidien que certains autres portables de la gamme qui prennent très très vite des traces de doigts sur toute la coque. Donc il reste tout le temps très propre, ce qui est plutôt pas mal. À l'intérieur, donc on l'a dit, on est sur une solution Core M, ici un M5. Premier avantage de ce Core M, c'est que quand on observe la coque, au-dessus et en dessous, on s'aperçoit qu'on n'a absolument aucune trace de dissipation thermique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de douille d'aération, on voit rien du tout, il n'y a ni aspiration sur les côtés, ni sur le dessous, ni sur l'arrière. La machine est dissipée de manière totalement passive, c'est-à-dire que le processeur va être en contact avec la coque arrière de l'engin, et cette coque va dissiper naturellement la chaleur grâce au métal employé, ainsi qu'un système de petites ailettes qu'on verra tout à l'heure, qui est situé juste sous la partie de l'écran, juste à la base de l'écran, au niveau de la charnière. On va tout de suite regarder la connectique. C'est assez rapide sur ce type de machine. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose. Évidemment, c'est un engin qui est très fin. Alors la connectique est assez simple. À gauche, on va retrouver deux ports USB 3, un lecteur de carte SD XC, donc pour mettre des cartes avec un bon stockage. Et à droite, on va retrouver l'alimentation de la machine. Donc c'est un chargeur type bloc qui est livré avec. Un troisième port USB 3, un micro HDMI, une sortie casque micro et deux petites LED qui servent à la fois à indiquer que la machine est alimentée sur batterie, qu'elle est bien connectée, et les témoins d'accès au stockage. Donc on retrouve une connectique très basique. Malheureusement, par rapport aux anciens ZenBook, on perd notamment l'adaptateur qui était livré par défaut par Asus, qui était un adaptateur qui permettait en USB 3 de dégager un port RJ45. Là, il n'y en a pas sur la machine, et donc on n'a pas l'adaptateur qu'il faudra acheter en plus. C'est un petit manque, parce que c'est quelque chose qu'on aurait bien aimé pouvoir récupérer en mode sédentaire. Autre manque, à mon avis, pas de port USB type C qui aurait permis de se connecter à un dock et de profiter d'un dock qui aurait permis d'afficher pas mal de choses.
Autre détail, les ports USB et micro HDMI qui sont situés donc ici sont vraiment très proches l'un de l'autre et il va falloir recourir forcément à un câble micro HDMI vers HDMI pour pouvoir le brancher en parallèle d'un connecteur sur ce port USB. Voilà, donc pas grand chose, mais c'est vrai que la connectique, c'est vraiment une connectique ultrabook. On paye la finesse de la machine. Voilà, c'est vraiment un engin super fin. Et évidemment, on n'a pas la place d'installer tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas non plus de solution, on va dire, alternative qui aurait pu compenser ce manque. On va l'ouvrir tout de suite, que vous puissiez vous rendre compte à quoi ressemble la machine. Autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas beaucoup de défauts sur cette machine. Un de ces défauts, c'est son ouverture qui n'est pas forcément très simple. C'est pas d'une ergonomie folle en tous les cas. Il faut prendre le coup de main. Ça vient assez vite, mais il faut prendre le coup de main quand même. On est sur une solution donc 13,3 pouces en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. C'est une dalle IPS, c'est une dalle avec des angles de vision de 178 degrés, donc vraiment très large. On va l'allumer pendant ce temps-là. Et c'est une dalle mat. Une dalle mat, ça veut dire que ici, avec l'affichage, l'éclairage du labo qui est assez violent, j'ai un écran qui va être lisible malgré l'éclairage qui tape dessus ou malgré les petites lumières que j'ai derrière moi ici. Je peux mettre l'écran face à ces lumières et je vais avoir aucun reflet dessus. Disons un reflet, là vous pouvez le voir, qui est très atténué et qui ne m'empêche pas de lire ce qu'il y a sur l'écran. Donc ça c'est vraiment un des points forts de cette machine pour moi. Elle n'est pas tactile, c'est pas une dalle capacitive, elle est mate et ça permet un usage qui est vraiment très sympa dans toutes les circonstances, même quand vous avez un gros éclairage derrière vous, l'écran est lisible. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir un écran de ce type. Ça devient assez rare d'avoir des écrans mat. Sur un engin ultra portable où on est censé être vraiment en mobilité, on peut travailler en plein soleil avec une grosse tache de lumière derrière soi et on va quand même pouvoir lire son écran. Ça c'est vraiment très appréciable. A contrario, on a un défaut qui, à mon avis, va embêter pas mal d'entre vous. Le clavier est excellent, il est vraiment très bien. Il est un petit peu mou au centre, mais il faut vraiment appuyer fort pour s'en rendre compte. Par contre, ce clavier n'est pas rétroéclairé. Ça aussi, c'est un manque, puisque les anciens modèles de ZenBook, encore une fois, étaient rétroéclairés. Là, on perd cette option au passage. C'est vraiment dommage parce que ça va empêcher d'exploiter donc le clavier dans des zones très sombres. Alors d'un côté, on a un écran qui réagit super bien au soleil. Par contre, on a un clavier qui va être en deçà de l'ancien modèle pour un usage dans le noir, dans un coin vraiment sombre, etc. Ça, c'est vraiment dommage de la part d'Asus d'avoir zappé cette option. Malgré tout, le clavier est vraiment très bon. C'est un chiclet traditionnel, la même largeur qu'un clavier naturel de portable 15 pouces. Simplement, évidemment, il n'y a pas le pavé numérique. La course des touches est bonne. Il est silencieux, c'est vraiment un très bon clavier. On sent bien le déclenchement des touches. C'est un clavier sur lequel on va pouvoir taper longtemps et sans se fatiguer, avec un très bon confort, grâce à des repose-poignets qui sont très bien, mais grâce également au système de dissipation qui fait très bien son boulot et on se sert absolument pas, ou très peu du moins, du clavier pour dissiper la chaleur émise par les puces intégrées à la machine. Ce qui fait qu'on n'a jamais cette sensation de chauffe qu'on peut avoir sur certaines machines, notamment les Ultrabooks, où on a un clavier qui se met à chauffer, à dépasser les 40 degrés, et c'est pas forcément très agréable à l'usage. On va regarder rapidement, je sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a comme des petites ailettes en fait sur la base de l'écran. Ces ailettes sont ouvertes sur le capot intérieur et permettent à l'air chaud de monter naturellement au niveau de l'écran. L'écran étant un petit peu excentré de la partie clavier, en fait cet air chaud reste sur le côté de l'écran, ne va pas revenir vers l'utilisateur. C'est complètement passif, il n'y a pas de ventilation, il n'y a aucune pièce mécanique, la machine ne fait aucun bruit et c'est vraiment super confortable à utiliser. Autre point très intéressant et très bien géré par Asus, le pavé tactile qui a vraiment une très bonne glisse. Alors ça paraît un peu idiot de dire ça, mais il y a beaucoup de pavés tactiles qui agrippent un petit peu le doigt. Là, ça glisse vraiment très bien. Il est compatible avec les gestes de Windows 10. Il est très doux. On sent la nuance avec un léger relief entre les repose-poignet et la partie du pavé, donc on sait quand on y arrive naturellement. Les clics sont intégrés, les boutons sont intégrés.
Ils sont assez bruyants, il faut aller les chercher, la course est assez profonde. Heureusement, on a le clic habituel en tapant. Enfin, le clic droit, on va falloir aller le chercher au fond du pavé tactile. Ça, il y a des gens qui apprécient pas trop. C'est mon cas. En vrai dire, on s'en sert à peu près correctement, sans trop de difficultés, du moins sur ce type de truc. C'est vraiment un très beau pavé tactile, très large, très accueillant. L'ergonomie de l'ensemble est vraiment très très bonne. On a également une webcam qui est située ici, avec un petit micro, parfaite pour de la vidéoconférence. L'angle d'ouverture est assez bon, j'ai pas à m'en plaindre, il est plutôt très très correct même. Donc on peut vraiment ouvrir assez largement l'engin. La batterie est située tout en bas du châssis bas, donc elle est située en dessous ici, ce qui évite d'avoir des effets de basculement sur l'engin. On peut essayer hein, dans tous les sens, elle va toujours retomber sur ses pieds. Il n'y a aucun risque que votre machine bascule en arrière, même quand vous l'ouvrez à fond. La partie écran en fait est très 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 légère, hein, très fine et très légère. D'ailleurs à ce propos, des gens vont pester sur l'épaisseur des bordures par rapport à des machines 13 pouces également, je pense au Dell XPS 13. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec des bordures larges comme ceci, on peut avoir un écran très fin et une solution qui est abordable. Avoir des bordures plus fines, ça sous-entend de renforcer cette structure pour éviter qu'elle casse, hein, qu'elle plie, et on est quasiment obligé d'avoir une dalle brillante, une dalle qui va pouvoir protéger de façon plus importante l'écran pour éviter qu'il puisse plier. Donc c'est un choix, ici c'est un choix, et puis ça coûte moins cher d'avoir ce type de solution également, donc ça permet à Asus de faire des produits moins chers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette machine? Petit détail intéressant, parce que c'est une machine totalement passive. Si vous regardez l'arrière de l'engin, vous avez donc aucune trace de ventilation, et vous avez deux petits ergots qui sont ici. Deux petits points, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais un là et un autre ici, qui permettent de décoller la partie basse du châssis, qui va donc dissiper un maximum de chaleur. Vous allez peut-être le voir si je fais l'animation ici. Regardez bien le bord là, il va légèrement se décoller quand on va arriver sur les deux petits ergots. Et je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment très très fin, hein. À partir de maintenant, et voilà, il y a un léger décollage, et donc ça permet de surélever la partie ici pour permettre tout simplement un meilleur transfert thermique sur l'ensemble, pour éviter de le coller trop à un support. Alors évidemment, il y a des ergots également, des petits patins qui sont là, mais ça va améliorer, on va dire, la dissipation des patins. Alors, pourquoi faire? Pour qui cette machine? Clairement, c'est pas une machine de jeu. On peut jouer avec, on peut jouer à des jeux anciens, on peut jouer à des jeux pas trop gourmands. J'ai fait quelques tests, j'ai fait deux autres vidéos, vous pourrez regarder, où je joue à Torchlight 2 et à Broforce. Voilà, donc c'est pas des jeux qui sont super gourmands. C'est pas fait pour ça, clairement. On peut jouer des jeux vraiment assez anciens sans trop de problèmes, mais dès qu'on va taper dans du titre récent, la machine ne suit pas. C'est du Core M, c'est pas fait pour ça. Par contre, tout le reste est complètement accessible et c'est même assez confortable. C'est-à-dire une session de Photoshop, je vous ai fait une vidéo d'une session Photoshop, je me suis un petit peu amusé avec. Photoshop fonctionne très bien sur la machine. Je ne dis pas que c'est une machine pour les professionnels de Photoshop, mais par contre, si vous avez un usage classique, de retouches familiales, etc., ça tourne très très bien là-dessus. Évidemment, tout ce qui va être surf, et on a 8 Go de mémoire vive, ça fonctionne très bien. Tout ce qui va être bureautique classique, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment une machine pour les nomades qui ont besoin d'un ordinateur pas trop lourd, confortable, vraiment une belle ergonomie, confortable toute la journée. Niveau autonomie, en lecture 4K, parce que la machine sait lire du 4K via le HDMI ou à l'écran, évidemment à l'écran elle n'affichera pas en 4K. En lecture 4K, on tient un peu plus de 5h20 avec cet engin-là, en usage mixte, c'est-à-dire avec des sessions Wi-Fi, sans Wi-Fi, etc. Tout au long d'une journée, on est dans les 8h, 7h30, 8h, ce qui est, ma foi, tout à fait suffisant pour un engin de ce poids et de ce gabarit-là. On pourrait avoir plus, évidemment, on veut toujours plus, mais ça se recharge très vite, ça c'est un plus. Avec le chargeur livré, l'engin passe de 5% à 100% en à peu près 2h10, 2h20, ce qui est tout à fait exploitable. Donc ça donne un engin qui est
c'est vendu 1000 euros, donc évidemment c'est bien. C'est rare de faire un engin tout pourri à 1000 euros, mais c'est un engin qui est vraiment réussi, vraiment confortable, zéro bruit, un fonctionnement qui se fait, enfin, un boot super rapide, des lancements d'applications super rapides. Deux bémols à mon sens pour cet engin. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est l'absence de rétroéclairage clavier. Le fait qu'il n'y ait pas de RJ45 avec un Wi-Fi AC qui est livré par défaut, on s'en contente sans trop de problèmes. On a de très bons débits en Wi-Fi, il est très stable. Pour moi, il y a un autre défaut, c'est l'impossibilité de pouvoir accéder facilement aux composants. Alors, il n'y a pas grand chose à faire, et c'est peut-être le corollaire de ce premier défaut, c'est-à-dire qu'ici on a toutes ces petites vis à enlever pour pouvoir accéder aux composants. Je vais vous faire une autre vidéo où je vous montrerai comment faire. Et on a deux patins à enlever pour accéder aux vis qui sont en dessous, qui sont des vis cruciformes. Là c'est du Torx, il faut du cruciforme en prime pour accéder, enlever tout le capot arrière et accéder aux composants. Et quand je dis accéder aux composants, malheureusement on n'a pas beaucoup de choix d'évolution. On peut changer la carte Wi-Fi qui est située là de mémoire. La carte Wi-Fi AC, a priori on n'a pas besoin de la changer, et on a un SSD M2 au format M2 de 128 Go qui est situé ici de mémoire également, qui permet donc dans le temps, si on se sent trop à l'étroit, de changer pour un modèle qui sortira peut-être dans 2 ans. Dans 2 ans on aura peut-être du Tera en M2 qui coûtera rien du tout, et l'intégrer dans la machine. Tout le reste c'est inaccessible, à part la batterie qui est montée sur une petite nappe. Si vous voulez faire évoluer la mémoire, bah, c'est pas possible, vous restez avec 8 Go. Le processeur évidemment n'est pas accessible non plus. La batterie, il faudra acheter une batterie de la marque ou trouver un modèle compatible qui est monté sur une nappe, mais il faudra vraiment acheter un modèle spécifique parce qu'elle est super fine. Donc on n'a pas beaucoup d'évolutivité sur ce type d'engin. C'est pas vraiment un défaut de cette machine en particulier, c'est un défaut de la catégorie produit. C'est-à-dire que qui dit Ultrabook, donc ici ZenBook c'est un Ultrabook, qui dit Ultrabook super fin dit restriction d'évolution. Voilà. Pour le prix, c'est pas une machine qui est donnée, mais pour le prix, c'est un super bon investissement à mon sens. Parce qu'il n'a pas beaucoup de défauts, parce qu'il est super réactif et parce qu'il répond vraiment aux besoins du quotidien, on va dire, de 95% des gens. Il surfe super bien, il sait faire des tâches lourdes quand on lui demande, il fait pas de bruit, il n'a pas de pièces mécaniques, donc il va pas casser, il est très solide, très bien fini. Il va vraiment pouvoir vous accompagner au quotidien. C'est une très belle machine dans cette version-là. Peut-être que les Core M3 sont aussi bons, je ne sais pas, a priori il n'y a pas de raison qu'ils soient plus mauvais. Mais là, Core M5, 8 Go, 128 Go, c'est super homogène, ça fonctionne vraiment très bien et c'est une très belle machine signée Asus. Donc UX305C, vérifiez bien les composants. Je ne sais pas du tout ce que vaut le Core i7 par exemple, je ne sais pas s'il est ventilé par rapport à cette version-ci. Vraiment, dans cette version-ci, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Pour utiliser au quotidien un ZenBook, c'est une version qui me fait envie par rapport à un ancien ZenBook que j'ai payé bien plus cher. Donc, à voir si vous cherchez un engin qui vous accompagnera toute la journée et que vous recherchez quelque chose qui soit à la fois souple et homogène et qui fasse absolument aucun bruit, qui risque pas de s'encrasser, c'est peut-être une solution pour vous. Voilà, à bientôt.